Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Bonjour et bienvenue à De Lumière et d'être. Aujourd'hui, je reçois Chantal Sarrazin qui vient nous parler d'inceste, mais aussi de courage et d'espoir. Merci Chantal d'être là. Merci de l'invitation. Bien, c'est moi qui te remercie doublement parce que c'est un sujet qui me touche profondément et qui rejoint beaucoup de téléspectateurs aussi. D'ailleurs, je lisais un article dernièrement qui mentionnait que au niveau de l'abus sexuel, 33 % des cas étaient faits par un membre de la famille. Et que même si, heureusement, il y a de plus en plus de dénonciations, et ça, c'est merveilleux, les statistiques démontraient que quand il s'agit d'inceste, c'est encore aujourd'hui le secret le mieux gardé par les familles. Donc, est-ce que ça a été ton cas, toi, de vouloir garder ça secret longtemps? Oui, on veut garder ce secret-là longtemps parce que quand on subit ça à un jeune âge, moi, je l'ai vécu à 7 ans. OK, les abus ont commencé à 7 ans. Oui, les abus ont commencé à 7 ans et on ne veut pas détruire une famille. On ne sait même pas si c'est bien, mal. On a une idée que c'est mal, mais on va jusqu'où? Et on est souvent pris dans la décision à savoir est-ce qu'on en parle aux parents, est-ce qu'on va être cru, est-ce qu'on va se faire juger et tout. Et pour moi, j'ai gardé ça à l'intérieur et ça a pris 28 ans avant de dénoncer. 28 ans? 28 ans. Oui. À garder ça à l'intérieur de toi. Oui. Donc, déjà très jeune, on sent que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, que c'est quelque chose qui est un geste commis, qui n'est pas sain. Oui. Dans le fond, la façon que ça s'est passé pour moi, quand l'inceste a commencé, je restais figée. Donc, on déconnecte de la réalité, on se renferme sur soi et on n'est plus là. Donc, les gestes se font à répétition et tout, et à chaque fois, c'est le même scénario. Puis, tout ça provoque des séquelles en vieillissant et tout. Si je vais avec mon côté à moi, je déteste mon corps. Et quand vient le moment de la puberté, à un moment donné, ou les menstruations, le corps en veut plus. Moi, je voulais devenir un homme. J'avais énormément de colère à l'intérieur. Je me battais, j'étais rebelle. Il n'y a personne qui me touchait. Si quelqu'un arrivait pour me faire un câlin, tout de suite, j'avais les poings fermés à côté de moi, puis j'étais prête à frapper, autrement dit. Puis, donc, les mécanismes de défense sont déjà installés. Oui, là. Exactement. Sauf quand que la personne qui fait l'inceste, dans mon cas, ça a été le grand-père. Donc, dès que lui, on se retrouvait toute seule et tout, mais on dirait que je devenais cette personne figée, dans le fond, qui était déconnectée. Parce que... Donc, quand tu n'étais pas en présence du grand-père, tu étais forte, rebelle, dans la colère, prêt à te défendre à tout moment. Mais quand tu étais en contact avec l'abuseur, cette force-là disparaissait, la vulnérabilité revient. Donc, c'est la peur, j'imagine? C'est la peur aussi. Puis, comment je pourrais l'expliquer? On est toute seule avec ça à l'intérieur, puis on se demande vraiment, OK, qu'est-ce qui me fait? Il y a plein de choses qui nous passent par la tête. Est-ce que je m'en vais, je m'enfuis? Mais souvent, il nous tient, là, cette personne-là nous retient. Donc elle te retenait physiquement là, pour pas que tu puisses partir. Et ce qui est malheureux là-dedans, moi, j'étais récompensée en argent. Oh non! Oui, souvent, c'était des 2 $ et des choses comme ça. On parle dans les années 80, début 90. Et souvent, ben, tu sais, il me disait, ben, viens avec moi et tout ça. Donc, j'allais, mais, tu sais, j'allais du reculon. Puis, ça ne nous tente pas. Mais il réussit, cette personne-là qui est manipulatrice réussit toujours à nous amener dans un coin où il n'y a personne ou des choses de même. Moi, ça se passait dans un camping, là, à l'écart. Je conduisais le véhicule parce que j'aimais ça. Puis, mais les mains se faufilaient. Tu sais, ça a commencé comme ça. Moi, je voulais tellement conduire, puis j'aimais ça, là. Tu sais, le grand-père s'occupait de l'accélération, puis moi, je conduisais. J'étais toute fière de ça. Puis, à un moment donné, les gestes ont commencé. Puis, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai voulu m'avancer un tout petit peu.
Puis il m'a juste comme recollé à lui, là. C'est ça, donc une maîtrise physique. Une là. maîtrise physique. Donc, mais ça Et là, on comprend, hein, parce qu'on est quand même un jeune enfant, on comprend qu'on peut mettre sa vie en danger puis Oui, qu'il faut écouter, là. oui, c'est ça. Puis moi, ça a duré jusqu'à 14 ans, ces choses-là, jusqu'à un moment donné où on prend conscience avec les cours de sexualité. Les cours de sexualité à l'école? À l'école, en 6e année. Ça m'a révélé quelque chose à l'intérieur de moi. OK, je me retrouve plus toute seule avec cet homme-là. Je vais fuir et tout ça. Puis ça a fonctionné. J'évitais... Parce que c'est dans les cours de sexualité que tu as appris que finalement, c'était de l'inceste que tu vivais. Oui, exactement. Que ça se fait pas, c'est un geste qui est inacceptable. Là. Et on nous disait quand on était jeunes dans les cours, faut que tu veuilles. C'est pas personne d'autre qui va venir empiétrer sur ce côté-là. Là. Donc, ça a été quand même une grosse révélation. Puis, mais j'ai gardé ça à l'intérieur. C'est à partir de ce moment-là que tu as dit à ton grand-père que c'est terminé? J'ai même pas parlé. Je faisais tout pour pas être en contact toute seule avec lui. Je m'organisais. S'il s'en allait dans un petit coin toute seule, puis il me disait « Chantal, viens au Chantal », je m'en allais. Je m'éloignais. Je m'organisais pour être avec quelqu'un. Donc, mais ça se produisait quand même, les abus, dans une auto, au camping, comme je mentionnais, chez lui, dans un petit coin. Aussitôt qu'il y avait un moment, ça se produisait. Dès qu'il y a une occasion. Exactement. C'est ça, mais c'est incroyable de penser qu'on peut subir ça et de rester pris à l'intérieur. Puis, je me souviens, moi, je me battais à la sortie des classes. J'avais besoin de sortir cette colère-là. C'est triste parce que je m'en prenais à des gens qui ne m'avaient jamais rien fait, là. Puis c'est eux qui subissaient ma colère. Donc aujourd'hui, je m'en excuse de ça face aux gens, mais ce que je vivais à l'intérieur vient tout expliquer quand même dans le sens de on est pris avec ça. Et quels sont les outils de ça? C'est ça, puis à cet âge-là, on n'a pas accès aux outils. C'est pour ça qu'on va souvent parler d'enfance brisée, parce que c'est toute l'estime de soi qui est atteinte, c'est la peur qui s'installe, surtout dans la famille, alors que la famille devrait représenter un cadre sécuritaire. Donc, on perd ses repères, puis on se sent terriblement seul à travers tout ça, là. En vivant tout ça aussi, je voulais avoir la reconnaissance, je voulais être aimée des gens, parce que je m'aimais pas moi-même. Donc, à un moment donné, on est à la recherche de l'amour. Donc, je faisais le clown, je faisais des blagues à toutes sortes de personnes, aux professeurs et tout, mon entourage. C'est comme ça que j'allais chercher ce côté de reconnaissance là, exactement. Que tu avais besoin. Et tu en as jamais parlé autour de toi pendant l'enfance ni l'adolescence? Non, non. Même ma mère, plus tard, quand que je lui en ai parlé à l'âge adulte, elle m'avait dit, j'avais remarqué des signes et tout ça. Mais je ne sais pas pourquoi on n'ose pas en parler à nos parents des fois, parce que mes parents étaient séparés. J'habitais avec mon père et non avec ma mère. Même mon père, je crois qu'il aurait pu commettre quelque chose s'il l'avait su. Mais, tu sais, il est décédé. Mais d'ailleurs, c'était une de mes questions. Est-ce que dans ton entourage, c'est ça, il s'était aperçu d'un changement de comportement? Oui. Bien, ma belle-mère, souvent, des fois, là, à 8 ans, j'allais prendre mon bain, puis je barrais ma porte, puis je la fermais. Puis à un moment donné, elle était rentrée sans que je lui donne la permission, puis tout de suite, ça a déclenché quelque chose, puis t'as pas le droit de rentrer. T'as 8 ans, là, tu sais, tu dis non, c'est mon corps. Il y a une peur. Il y a une peur, parce qu'elle rentrait dans ton intimité, et pour toi, quelqu'un qui rentre dans ton intimité est associé à danger, là. Exactement. Donc, j'avais refermé la porte assez fort. Puis même les câlins. C'était inacceptable, j'en voulais pas. Il n'y a personne qui me touchait. Il n'y a personne dans ta famille qui s'est assis avec toi pour dire, tu sais, tu refuses qu'on te touche, il y a beaucoup de colère, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Est-ce qu'on a déjà été vers toi pour te demander si tu avais quelque chose à révéler? Non, on ne m'a jamais demandé. La seule chose qu'on me mentionnait, c'est que j'ai une sœur jumelle identique. Elle était beaucoup plus féminine et moi, j'étais plus masculine. Puis souvent, je me faisais dire « Pourquoi tu n'es pas comme ta sœur? Pourquoi tu n'as pas des beaux grands cheveux? » Parce que moi, j'avais même osé me faire raser les cheveux vraiment courts et tout parce que je voulais ressembler à un garçon. Je me tenais seulement avec des garçons. Quand je jouais au Barbie avec ma sœur puis ses amis, je prenais Ken. Il n'était pas question que je prenne une femme, ben la Barbie féminine. Donc, ça a eu des répercussions quand même, je pourrais dire graves.
dans mon état. Oui, ça brise Puis- littéralement l'enfance. Et là, un peu plus tard, tu rencontres ton futur mari Oui. et le père de tes enfants. Donc, on vit ça comment? Une intimité, entrer en relation, puis créer une famille? C'est quand même difficile, ce côté-là, parce que la première fois que j'ai accepté qu'on devienne un couple, j'avais regardé mon mari droit dans les yeux, puis j'y avais dit, ben c'était mon copain à l'époque, je lui avais dit, si tu cherches une femme qui va te coller ou te De minoucher. ouais, là, minoucher, tu sais, là. c'est Oui, exactement oui, là. ça. T'as vraiment pas la bonne femme. Hmm. C'est exactement les premiers mots, puis il savait que j'étais indépendante et tout ça, donc il a quand même accepté tout ça, mais sans savoir. Ça a été Parce plus que tard. tu lui as pas partagé à lui non plus, là. Non, pas dans le moment présent. Quand je l'ai partagé, c'est que je l'avais rencontré et tout, le grand-père en dehors, puis j'avais dit, c'est lui qui m'a abusée quand j'étais jeune, mais T'avais quel âge quand tu as annoncé à ton mari que tu avais été victime d'inceste? début vingtaine. Début vingtaine. Oui. Est-ce qu'il a été à l'écoute? Est-ce qu'il a été dans l'accueil de Il a ce que été tu avais dans l'écoute pour moi, mais il a été aussi dans la vengeance. Il voulait tuer cette personne-là, d'avoir détruit tout ça. Puis moi, aujourd'hui, je suis capable d'en parler ouvertement. Le côté sexualité, c'est pas quelque chose de wow pour moi. Je travaille là-dessus et tout. Mais j'ai un homme qui a compris ça, que moi, c'était pas un besoin, la sexualité et tout, puis il me respecte là-dedans, on se parle et tout. C'est pas seulement... l'amour n'est pas seulement la sexualité. Exact. Hein? Puis c'est au couple de définir quelles sont les bases qui vont déterminer leur relation. Donc, pour la première fois, tu as eu un contact respectueux avec un homme. Oui. Ça doit faire énormément de bien. Oui, ça a fait énormément de bien. J'ai su que je pouvais être en confiance avec lui, puis que c'était pas OK, mais là, ça fait tant de jours qu'on n'a pas fait l'amour, ou tu sais, puis que c'est une obligation en quelque part. Exact. Donc, Fait que tu en as parlé à ton conjoint. Je sais que tu as dénoncé Oui. ton abuseur. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que tu dis OK, c'est assez, je vais dénoncer? l'élément déclencheur a fait que je l'ai vu à la télévision. C'est ma soeur qui m'avait appelé pour me dire « Regarde à tel poste, on parle du grand-père. Donc ça, j'étais en avant de la télévision, puis à ce moment-là, c'était comme la vengeance, carrément. Il n'y avait rien d'autre. Puis je pointais à la télévision, puis je disais « Enfin, tu t'es fait pogner et tout. » là. C'est une colère, là. une colère, puis j'avais des larmes, puis tout. Puis c'était comme, là, j'en parle, j'ai des frissons. Mais c'était une fierté, en quelque part, que quelqu'un avait osé dénoncer. Parce que j'avais voulu dénoncer. Puis quand que j'en ai parlé à mon entourage, j'ai eu des menaces de mort. On était là, puis tu vas détruire des familles. Donc, c'est toutes ces choses-là qui... Il y a toute la culpabilité, là, Oui, tu te sens déjà... tiraillée entre le besoin de dénoncer, hein, de faire reconnaître ce qui s'est passé, et en même temps, la pression de l'autre côté. Oui. Chantal, on doit s'arrêter pour aller à la pause, mais tout de suite après la pause, on va continuer avec justement les démarches de dénonciation. Parfait. Et ta renaissance après Oui. tout ça. Donc, on s'en va à la pause. On revient très bientôt. Restez des nôtres. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Lundi, nous discuterons avec Sophia Benzacourt du 75e anniversaire de la campagne Porte-Clés des amputés de guerre. Par la suite, Michel Tremblay, directeur général de la Farfo, nous parlera de leur activité courante ainsi que du livre blanc sur le vieillissement. Finalement, l'auteur Denis Bachand vous fera découvrir son nouveau livre intitulé « Voyage en nostalgie ». Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Je suis tellement excitée qu'on peut faire une deuxième saison ensemble avec l'émission Bouger pour bien vivre et on va aller jouer dehors. Bouger pour bien vivre, en semaine 8 heures sur TV Rogers.
retour à De Lumière et d'être en compagnie de Chantal Sarrazin qui nous parle d'inceste, mais aussi de courage et d'espoir. Donc, Chantal, avant la pause, on parlait de l'importance de dénoncer. Malgré la difficulté aussi à dénoncer, parce que on sait que ça va bousculer les familles. Et tu parlais justement des tensions qu'il y avait. Donc, tu n'as pas été supportée immédiatement dans cette démarche-là. Là. Non, même ma mère, quand elle a su que je voulais dénoncer, elle m'a regardée et a dit « Mais pense-y 2 fois avant de le faire. » Parce qu'elle dit « Est-ce que tu as le goût d'être dans les médias? Est-ce que tu vas avoir des répercussions de la famille? Comment tu vas te sentir face à tout ça? Est-ce que tu es prête? » Donc, c'est un gros mouvement. Mais j'avais mon mari qui était en arrière qui me disait « Si tu veux dénoncer, je vais t'accompagner jusqu'au bout et tout. » Puis, tout s'est bien fait dans la dénonciation. C'est quand même spécial à vivre comme moment. On ne s'attend pas à ça. On n'est pas préparé non plus. Parce que là, on se rend à la police. À la police, oui. Puis, c'est quand même spécial, les caméras et tout. L'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est vraiment dans les gestes plus précis, jusqu'à quelle couleur était le caleçon, de quelle main tu le masturbais. Ça va loin, on se remet dans... Donc, on revit les événements. On les revit totalement. Aujourd'hui, il a été condamné? Oui. Bien, aujourd'hui, il est sorti de prison. C'est correct, il a eu 36 mois de prison. Au début, que la vengeance, je préférais qu'il y ait comme longtemps, mais à un moment donné, on vient avec un pardon à l'intérieur et tout. Oui, puis on y arrive justement à ce pardon-là parce que dénoncer est souvent la première étape, mais malheureusement, ce n'est pas l'étape qui règle tout. C'est pas parce qu'on dénonce qu'on est libéré. Donc, une reconstruction identitaire à faire. Donc, une démarche que tu as fait quand même sur plusieurs années. Ça a été quoi, toi, la première démarche que tu as faite pour te libérer de ce passé-là qui avait fait une prison de toi par ton agressivité et tout ça. Donc, ça a été quoi les premières démarches pour te libérer? Les premières démarches, ça s'est fait en 2016. Ça m'a pris 3 ans à accepter quand même d'avoir dénoncé, d'accueillir tout ça. Puis, ça a été de me remettre en contact avec le CAVAC et qu'eux m'ont mis en contact avec un neuropsy. Le CAVAC, c'est quoi? Le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Excellent. Oui. Fait que ça, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes là, qui ont vécu l'abus. Oui. Dès on dénonce, ils nous mettent en contact avec eux. C'est gratuit. Et si on a besoin de parler, c'est avec eux. Fait qu'il y a un soutien psychologique qui est offert. Oui. Donc, ensuite, j'ai été transférée à IVAC, qui est Indemnisation aux victimes d'actes criminels. Puis avec eux, j'ai pu avoir de l'aide psychologique avec un neuropsy. Oh, avec un neuropsy. Oui. Puis qu'est-ce que tu as découvert avec ce neuropsy-là? Mon Dieu, que je faisais énormément de fuites et de déni. Tu faisais beaucoup de fuites? Oui, je fuyais dans le sommeil et tout. C'est un mécanisme de défense que quand on souffre à l'intérieur et tout, le premier réflexe, c'est on n'en parle pas, rien, je vais aller me coucher. Puis ensuite, j'avais eu une possibilité de TPL, qui est un trouble de personnalité limite, qui est la gérance des émotions suite à un traumatisme. Donc, fait que tu as eu un diagnostic de trouble de personnalité limite. Et ça se manifestait par des épisodes de colère. Là. Exactement. Moi, je voyais noir et quand j'étais en colère, quand j'étais déclenchée, je pouvais faire des trous dans les murs à ce point-là. Tu avais vraiment besoin d'évacuer, de libérer. Et c'est avec lui que tu as réussi à apprendre à gérer ta colère? Oui, lui m'a donné des outils, la respiration et tout. Puis ensuite est venu avec la méditation, le moment de méditer. J'ai commencé à connecter avec ce côté-là intérieur. Puis la méditation m'a apporté énormément. De faire face, de prendre des reculs aussi. Quand on vit une situation, de ne pas plonger. Moi, j'étais vraiment impulsive, donc j'entrais... Il y avait une émotion, on était impulsif. Et voilà, exactement. Donc là, tu as appris à respirer. Oui, à respirer, puis à me retirer, analyser et voir. À prendre du recul, là. Exactement. Sur la situation. Oui. Puis la méditation t'a amené aussi, bien sûr, à découvrir un aspect spirituel que tu avais en toi. Oui, vraiment, de reconnecter à tout cet intérieur. M'a permis vraiment de vouloir aller voir plus loin qui était Chantal.
Oui, parce que souvent, l'identité, hein, c'est je suis quelqu'un d'abusé, je suis une victime. Hein, c'est ça, je suis une victime d'abus sexuels. Donc, il faut justement refaire son identité. Oui, et de ne pas s'identifier toujours à ça. J'ai employé tellement ce mot-là que je suis une victime, je suis ci, je suis ça. Donc, c'est qui Chantal Sarrazin, dans le fond? Et c'est qui Chantal Sarrazin aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est une femme authentique, sans masque, calme. Le bonheur vient de mon intérieur et tout ça. C'est certain qu'on a des choses à régler, des situations se manifestent devant toi, mais c'est toi qui décides, c'est toi qui as le pouvoir. Est-ce que je fuis ou je l'affronte? Donc, moi, c'est toujours cette phrase-là qui me revient en tête quand je vis une situation déplaisante, dans le fond, n'importe quoi. Puis maintenant, j'accepte les câlins. Tu as fait la paix avec le toucher? Oui, j'ai fait par la massothérapie. Wow! Oui, exactement. Ça a fait 1 an sous peu là, que j'ai accepté de me faire masser. Puis ensuite, c'est un homme qui m'a pris en charge. Fait que vraiment, j'ai vécu des hauts et des bas avec cet homme-là de côté massage. Oui. Mais c'est ça, puis j'adore. Je me demande comment j'ai fait pour attendre si longtemps avant de me guérir et de pouvoir me permettre ce côté-là de bonheur et tout. T'amènes un bon point, hein? Il y a l'abus qui est là, hein, et on est victime de cet abus-là, mais pendant de nombreuses années, hein, on souffre de tout ça, puis en fait, pour pouvoir s'en libérer, c'est notre responsabilité de tendre la main, d'aller chercher de l'aide et de faire des démarches justement pour se redéfinir autrement et pouvoir enfin vivre le bonheur. Je trouve ça hyper intéressant que tu amènes la notion de massage parce que souvent, les victimes d'abus vont dire « OK, je me suis libérée, j'ai fait la paix avec cette situation-là. » Donc, la paix, elle est faite un peu intérieurement ou au niveau psychologique, mais la guérison n'est pas nécessairement dans le corps. Il y en a plusieurs qui vont rester avec des freins et on ne touche pas. Et toi, tu as voulu dépasser cette barrière-là et dire, je vais accepter, je vais combattre ma peur et je vais accepter de me faire masser. Oui. Et non seulement masser, mais masser par un homme. Exactement. Puis, mais avec ce massothérapeute-là, j'ai mis les cartes sur table. OK. Je lui ai dit, j'ai vécu telle chose, et puis accepter de vivre ça avec moi, puis d'aller vers une guérison par le toucher. C'est même qu'on l'appelle entre lui et moi. Puis j'ai un homme extraordinaire qui accepte. J'ai vécu quand même des déclencheurs. Veux pas, il est venu déclencher des choses et tout ça par la respiration. Il avait respiré près de mon oreille et tout ça, puis mon corps s'est déclenché. Je tremblais et tout, j'avais des larmes et tout ça, puis un moment donné... Oui, parce que le corps a une mémoire, hein? Exactement. Donc, quand on a été abusé sexuellement, bien, c'est ça, il y a des bruits hein, pendant l'abus, il y a des gestes, il y a une voix, une intonation, une respiration. Et quand ça se manifeste un petit peu plus tard, ces mêmes bruits-là ou ces mêmes visuels-là, le cerveau hein, envoie le signal de il y a peut-être un danger. Donc, toi, tu as appris à accueillir ces déclencheurs-là. Oui, je les ai accueillis, mais j'ai suivi une formation sur la reprogrammation du cerveau qui m'aide énormément dans ces moments intenses, on pourrait dire, de revivre tout ce passé. Maintenant, j'ai les outils pour savoir quoi faire avec. Puis, le fait aussi de vivre ça toute seule. Avant, j'avais besoin d'être entourée de gens. Puis, avec le côté de spiritualité, j'ai fait Vipassana. Et ça m'a permis de me retrouver 12 jours. Pour les téléspectateurs qui nous écoutent, Vipassana, c'est quoi? Vipassana, c'est une forme de méditation. C'est un endroit où on va. Donc, c'est un centre. Un centre. On médite 10h30 par jour. Tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit d'écrire, pas de musique, pas de contact physique. Tu es vraiment toute seule avec toi-même. Puis, on a des enseignements, ils nous montrent, c'est le moment présent. Qu'est-ce qui rentre dans ton nez, qu'est-ce qui ressort. Donc c'est vraiment être connecté à soi. Là. Donc, on n'est plus dans le passé, on n'est pas dans le futur non plus. Dans le moment présent. C'est qui je suis là. Exactement. Et ça t'a fait du bien, cette retraite-là de 10 jours à Vipassana? Oui, mais au bout du 7e jour, j'ai voulu partir parce que là, c'était quand même intense et tout ça. Tu sais, tu es toute seule, puis tu n'as pas de contact.
Il n'y a pas de fuite possible. Là. Non, puis et on ne peut pas dormir non plus. On a un horaire qui est quand même assez... Donc, mais j'ai réussi à rester, puis je suis fière de l'avoir fait. Ça m'a permis à moi de me retrouver, puis de réussir à dormir ailleurs. Oui. Oui, à cause que l'abus se passait des fois en camping, donc la nuit. Mais c'est un mécanisme de défense. Le cerveau est toujours en vigilance. Donc, c'est quand même très difficile pour moi de dormir ailleurs. C'est un combat. Réalise-tu à quel point tu es courageuse de prendre chacune de tes peurs, des blessures du passé, pour tout simplement les accueillir et les transformer? Est-ce que tu le sais à quel point tu es courageuse? Oui, je suis fière de moi. C'est vraiment incroyable. Ce que je ressens à l'intérieur, c'est plus qu'1 million en argent ou quelque chose. C'est une libération. Puis, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Accepter d'aller là. Oui, ça fait peur de dire aux gens, va où ça fait mal, va dans tes catacombes. C'est profond, mais c'est ça qui va te permettre de faire ressortir le tout pour pouvoir en libérer et les accueillir à main ouverte. Et je sais que tu avais envie de partager ton histoire pour inspirer des gens qui sont victimes d'abus sexuels, d'inceste, justement, à entamer le processus de dénonciation, de libération. D'ailleurs, tu as raconté ton histoire dans ton livre « Mon âme à nu ». Oui. Donc, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? On peut se le procurer dans toutes les librairies, sur mon site Internet aussi. Il est partout. Si jamais il n'est pas à la librairie, vous pouvez le demander au libraire. Le libraire va le commander, tout ça. Mais il est disponible partout. S'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui ont subi l'abus sexuel et qui sont encore pris avec ça, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'ai envie de leur dire de ne pas se décourager, d'aller chercher de l'aide. Oser aller dénoncer, si vous voulez, ou trouver une personne de confiance. Allez voir quelqu'un avec qui vous pouvez en parler en toute confiance, puis aller chercher de l'aide. C'est ça, en gros, accepter l'aide, puis d'aller au-delà de ses peurs, de ses blessures profondes pour pouvoir en guérir. Parce qu'on peut être heureux après, une fois le processus de dénonciation et de libération fait. Est-ce que le bonheur est possible? Oui, c'est mon but aussi, de montrer aux gens que le bonheur est possible. Je suis tellement heureuse, c'est incroyable. Puis, même si ça serait à refaire, je referais exactement le même chemin. C'est un bonheur intérieur, c'est du bonbon. Puis, moi, je dis merci à la vie pour toutes ces malheureuses situations, si on pourrait dire. Mais c'est ce qui m'a permis de devenir la Chantal que je suis présentement. Authentique, tendresse, douceur, la paix. La douceur fait vraiment partie de ta vie aujourd'hui. Oui. Wow. C'est ce que je te souhaite, énormément de douceur dans ta vie. Tu es une créatrice de réalité hors pair. Je suis certaine que tu as inspiré des milliers de personnes aujourd'hui à l'idée de prendre soin d'eux. Donc, merci d'avoir été là. Et à vous à la maison, j'espère que cette émission-là va vous avoir inspiré à vous créer une vie extraordinaire. On se voit à la prochaine émission. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de C'est bon cuisiner, je vous enseignerai la quiche lorraine et la différence entre un potage de poireaux et une vichyssoise. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir les routes de la Colombie. Ensemble, nous cuisinerons le ahiaco,
cette soupe de poulet et patates. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.